Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous devons normalement aborder tout à l'heure notre deuxième sujet, parler des États-Unis et de la fin du MCC fait annoncer par l'administration Trump. Mais bien avant d'aborder ce sujet, on va faire un dernier tour de table sur le sujet de Côte d'Ivoire. Le PDCI peine à mobiliser après l'exclusion de son candidat. Je recommence par vous, bon enfant Bovi. Oui, je disais que lorsque je m'en tenais au propos de mon ami Constant Lemou, nous allons comprendre quand même que lorsqu'il y a une situation d'enrôlement, ce n'est pas les enrôlés qui font la loi, mais c'est les organes qui demandent l'enrôlement qui peuvent commettre des erreurs. Puisque M. Tidjane Thiam, comme étant tout Ivoirien en ce moment, s'est présenté au bureau de l'enrôlement avec des documents que ceux qui étaient chargés de faire l'enrôlement avaient jugé normal. C'est pourquoi d'ailleurs, à partir de cela, que le chef de file de l'opposition du PDCI disait que ça, on peut penser immédiatement à des orchestrations politiques, puisque aujourd'hui, on ne trouverait pas frauduleux l'enrôlement de Thiam. Ce que je voudrais dire, tout porte à croire que M. Ouattara a, je ne peux pas dire que peur, de Tidjane Thiam, parce que Tidjane Thiam aussi n'est pas du reste, c'est quelqu'un qui a des popularités. Est-ce qu'on peut dire autant que M. Ouattara a peur de Tidjane Thiam, puisque d'abord ce n'est pas Ouattara qui a pris la décision, et deuxième chose, Tidjane Thiam peine à mobiliser plus de 200 personnes. Nous savons en Afrique que c'est une tradition, Lorsqu'on parle de l'instrumentalisation de la justice, la justice ivoirienne n'est pas, en tout cas selon moi, n'est pas plus autonome que la justice sénégalaise. Mais vous voyez tout ce qui se passe au Sénégal maintenant, la justice dit le droit là-bas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, lorsqu'on me dit que ce n'est pas une instrumentalisation, moi je ne suis pas d'accord. Vous voyez par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, mais on commence par mettre out, c'est-à-dire les ténors, ceux qui peuvent battre facilement Ouattara à cette élection, s'il advenait... Et qui peinent à mobiliser leurs militants. Non, je ne dis pas ça, je dis ceux qui... Nous avons déjà parlé de Thiam. Ce n'est pas Thiam seulement qui est en train d'être out. Vous savez que Gbagbo est out. Vous savez que Blé Goudé est out. Vous savez que Guillaume Soro est out. Maintenant, qui pourrait être devant Ouattara? Mais Ouattara est en train de ramasser tout cela pour qu'il crée un boulevard devant lui pour encore briguer la magistrature. C'est pourquoi je dis que la baguette magique doit provenir de Ouattara, qui doit en réalité faire comme celui à qui il avait chippé, comme l'appelle-t-on, le pouvoir Gbagbo, en restant dans une sagesse pour qu'il n'y ait pas de débandade en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Non, je pense que là, on est en train de patauger. Tout simplement parce que tu as dit au début que M. Thiam n'est pas arrivé à contrecarrer la décision de justice. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. En produisant d'autres documents qui pourraient permettre de faire changer la décision de justice. Et donc, à partir de ce moment, on fait intervenir la politique en disant que c'est Ouattara qui est derrière tout cela. Si nous sommes d'accord que les gens se sont pris trop tard. Les gens n'ont pas travaillé en tant que parti politique vieux de certain âge qui doit forcément travailler en amont, regarder un peu plus, puisque nous disons toujours, gouverner c'est prévoir. Et il fallait prévoir tout ça et cette situation qui pourrait permettre aux partis au pouvoir de se dire attention, voilà le boulevard devant moi, parce que le principal challenger ne pourra pas se représenter. Et je pense que c'est plutôt à ça qu'il faut s'en tenir. Le politique, lui, lorsque
l'avantage, il roule. Ne demandez pas à Ouattara de donner la baguette à son adversaire, son potentiel challenger, de venir se présenter devant lui et de lui dire, bon, ok, je t'ai gagné. Oui, le politique, évidemment. Le politique, comme vous le dites, n'est jamais rationnel. Jamais. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Constant Lemou, vous vouliez réagir? Oui, j'allais rappeler à mon frère Bonenfant que ce n'est pas le tribunal qui a prononcé la sentence qui doit mobiliser les militants du PDCI pour démontrer le contraire de sa décision. Ce n'est pas non plus à l'organe d'enrôlement des électeurs qui doit démontrer qu'il a travaillé régulièrement en enrôlant Tidjane Thiam. Il revient aux mises en cause, le président Tidjane Thiam, de démontrer qu'au moment de son enrôlement, il avait les documents valables. Il les sort devant le tribunal et contredit ce que les accusateurs auraient posé comme problème. Devant le tribunal, Tidjane Thiam est battu à plate couture. Il n'a plus d'arguments judiciaires. C'est pourquoi il n'est pas au pays, il n'est pas un problème. Ouais. L'organe chargé d'enrôler a toujours une marge de temps pour épurer les listes d'enrôlement. À la fin de l'enrôlement, ce sont des listes brutes. Il peut y avoir des doublons, il peut y avoir des enrôlés frauduleux. Exemple, Tidjane Thiam sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Il vient d'être radié. Il avait deux nationalités. Il vient d'être radié logiquement et selon la loi. S'il conteste cette décision, c'est à lui de démontrer le contraire. Il s'est ressaisi au niveau politique pour démontrer que, eh bien, il est bien populaire. Tu sais bien, il a cherché à démontrer. Tu sais bien que cette décision est inattaquable. Alors, maintenant, c'est lui qui a choisi la bonne politique. Par quel moyen Thiam maintenant peut se prévaloir parce qu'il a présenté quelque chose. La décision là est inattaquable. Merci beaucoup. On vous a écouté. Ce qui est sûr, aujourd'hui, Tidjane Thiam reconnaît que devant la justice, il ne peut pas avoir raison parce qu'il n'a pas d'argument. Sur le plan politique, sur le plan mobilisation, il a échoué. Ce qui pose entièrement le problème d'homme politique de Côte d'Ivoire. Nous savons et nous regrettons tous l'accession de Ouattara à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire. Il fait partie comme Tidjane Thiam et d'autres étrangers qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Il revient aux Ivoiriens vrais de sortir de leur profond sommeil et prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Je reviens à vous, Eric Johnson, on va changer de sujet tout à l'heure. De toute façon, il y aura un candidat en face de Ouattara. Et il faudrait quand même que ce candidat-là... Ouattara va se fabriquer un candidat, ça c'est clair. Oui, on va clôturer ce sujet. On risque de ne pas parler du MCC. Vous gardez la parole pour parler de la fin du MCC, fait annoncer ce mercredi par l'administration Trump. Depuis sa création, ce programme a permis de financer des chantiers de développement essentiellement en Afrique et ailleurs dans le monde. On parle de 17 milliards de dollars américains mobilisés depuis la création de cette institution en 2004 par le président George W. Bush. Oui, c'est vraiment dommage. Vous savez, les États africains ont été très souvent taxés de dictatures, de pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, où il n'y a pas la bonne gouvernance, où la corruption est très élevée, etc. Et donc, le président George Bush s'est dit quand même que pour aider ces pays-là à pouvoir se développer, et puisque nous étions à un moment où le développement des pays, comment on les appelle? Les pays en voie de développement, je dis toujours en voie de sous-développement, parce qu'il faut entamer le développement pour être sous-développé. Et donc, le président George Bush s'est dit, pour
aider ces pays-là, il faut quand même mettre sur pied des mesures coercitives qui pourront leur permettre de bien gérer l'argent qu'on leur donne en termes de coopération. Et donc, pour lutter contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, dans les pays sous-développés, l'État américain a initié ce programme qu'on appelle MCC, Millennium Challenge Corporation. Et donc, depuis ce temps, il y a des pays qui n'ont jamais postulé. Par contre, les pays comme le nôtre, le Togo, a postulé et cela a permis quand même au Togo de faire des réformes essentielles dans plusieurs domaines. Et donc, vous savez, aujourd'hui, le Togo est assez de pays de premiers réformateurs en termes de réformes économiques. Et nous sommes aujourd'hui à un niveau très élevé. Quand le programme là sera complètement arrêté, et je ne sais pas ce que cela va être pour les pays qui viennent de s'engager sur cette voie. Oui, c'est vrai que le président Trump a fait une réunion avec les administrations qui gèrent ce programme-là, et il leur a dit clairement que dans les 40 jours qui suivent, les pays qui sont déjà engagés dans ce programme-là seront officiellement notifiés pour dire que ce programme-là n'existe plus. Et ça, c'est une réforme au niveau de l'administration américaine avec Elon Musk qui est en train de cisailler avec son comment vous l'appelez, sa tronçonneuse qui est en train de mettre cette scie-là partout. Imaginez aujourd'hui la grande radio Voice of America qui ne fonctionne plus, tout a été bloqué, mais je crois qu'il y a des juges qui se sont levés contre cette décision en disant que l'État américain ne peut pas s'ingérer dans la gestion d'un fonds qui est alloué à cette radio-là par le Congrès américain. Je pense que de la même manière, en attendant que nos pays soient notifiés, je pense qu'il y aura quand même des réactions. Mais pour l'instant, c'est que ce programme-là est arrêté. Vous savez que les Américains sont très respectueux de la loi, et quand c'est le président de la République qui prend une décision, et ils essaient de respecter la décision en attendant que la justice fasse son travail. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, alors, Constant Lemou, 17 milliards de mobilisés depuis pratiquement 20 ans pour des projets dans le cadre de ce MCC. Le programme est officiellement, en tout cas, arrêté, selon cette ordonnance de l'administration Trump. Ce mercredi, on parlait au début d'une réduction, mais là, ce sera un arrêt total, une période dérogatoire pour pouvoir faire les derniers réglages avant de mettre fin à ce programme. Que faut-il en dire sur le continent, surtout où ce programme a permis de faire plusieurs réalisations? Je résume cette situation au fait que on ne se marie pas en comptant sur la poche de quelqu'un d'autre. Quand on prend la responsabilité d'être un État, un pays, on doit compter d'abord sur ses propres ressources. Qu'importe si on peut bénéficier du soutien des autres pays qui se sentent mieux, d'être accompagnés d'une manière ou d'une autre dans ses engagements à sortir son pays d'une situation difficile ou faire évoluer économiquement son pays. Le programme Millennium Challenge Corporation
a été effectivement initié par le pouvoir américain sous George Bush. En 2004, oui. En 2004, pour accompagner surtout les États africains en difficulté de structuration de leur économie, strictement liée à la situation politique. Donc, il fallait que les réformes s'engagent systématiquement pour que l'ensemble des pays, ou chaque pays, puisse se donner une certaine assise, une certaine stabilité au niveau des réformes, au niveau de la réglementation de la vie politique et de la vie économique de ces pays. Notre pays en a bénéficié et nous avons pu réaliser d'énormes réformes. Si ce programme vient à être suspendu, cela n'efface pas les acquis qui ont été engrangés et on ne peut pas toujours compter sur ce programme pour avancer. Nous avons déjà un socle solide de réformes. Il revient à notre pays, par exemple, de surfer ou du moins de repartir sur de nouvelles bases à partir des réformes engagées. Si vraiment nous sommes convaincus de ces réformes-là, nous n'avons plus besoin de ce programme forcément pour avancer. Si ce programme n'avait pas été suspendu, eh bien, il peut toujours accompagner d'autres réformes pour que nous puissions aller plus vite. Est-ce que le délai donné n'est pas aussi un élément sur lequel il faut se questionner? Parce que les pays ont déjà voté leur budget, ils ont déjà compté sur une certaine aide étrangère, et puis finalement, en pleine année d'exécution, vous avez juste 40 jours. Il faut toujours, on dit gouverner, c'est prévoir. Je pense que c'est facile à dire, mais en général, il y a des mains qui l'avaient dit. Ça vient comme un choc économique, un événement qui vient toucher d'une manière ou d'une autre l'exécution des budgets nationaux. Il revient à chaque pays qui aurait rêvé de fonder l'essentiel de son budget sur l'apport de ce programme, ce qui serait une erreur grave. C'est l'un des facteurs qui peuvent pousser à ce qu'on appelle les collectifs budgétaires. Mais je dis, pour un pays sérieux, la suspension de ce programme ne devrait pas bouleverser fondamentalement l'évolution de ce pays-là. Dans la mesure où de 2004 à 2025, après 20 ans, on ne peut pas se faire accompagner éternellement. Il faut qu'on soit soi-même. C'est pas les pays qui ont bénéficié du MCC pendant 20 ans quand même. De toutes les façons, les États-Unis ont décidé souvent leur nouvelle orientation politique et personne ne peut les en vouloir parce que le régime Trump travaille pour les États-Unis et non pour les autres pays. American First, ça c'est leur devise et personne ne peut leur reprocher. Si chaque pays avait pris sur lui de défendre ses intérêts, de garantir, sécuriser ses intérêts dans le monde, eh bien, je pense qu'on n'aurait pas... La Chine n'a pas besoin de ce programme. N'en a pas besoin. La Chine, quand même. Alors, donc, chaque pays peut évoluer à son rythme et de façon rigoureuse et atteindre ses objectifs. Alors, bon enfant, je voudrais nuancer un peu ce que Constant vient de dire. Attention, aujourd'hui, nous parlons de... on dit que le monde est planétaire et tout ça, et un village planétaire, tout simplement parce que nous avons besoin autant des uns et des autres. Quand tu prends la dette des États-Unis, quand on me dit American First, c'est une logique. Mais attention, ça veut dire que nous voulons tout faire pour les États-Unis, cependant, nous avons aussi besoin des autres. Merci beaucoup, Eric. Je pense qu'on va dans ce monde planétaire, c'est justement une question de concurrence. Oui. Alors, dans le monde planétaire, c'est un jeu de concurrence. Nous sommes dans une situation de dépendance permanente, mais ce n'est plus du challenge. S'il vous plaît, Eric Johnson, on va avoir la version de Bon Enfant Agbovi d'abord, pour ne pas l'exclure du débat. Bon Enfant Agbovi, Donald Trump a décidé de mettre fin au MCC ce mercredi, une annonce qui choque certains parce que depuis 20 ans, ce programme a permis aux États-Unis d'investir beaucoup dans les infrastructures dans la plupart des pays. Alors, qu'est-ce qu'on en retient finalement selon vous?
Bien, selon moi, vous savez, le président le plus imprévisible dans ce monde, je crois que c'est le président Trump. C'est quelqu'un qui peut faire et qui peut défaire tout de suite. Et quand il se lève, c'est qu'il y passe, en tout cas ce qu'il juge bon pour son pays, mais il ne blague pas avec ça. On ne le lui reproche pas. Oui, bien sûr. Ça veut dire que ceux que sa décision aurait choqué sont des paresseux pendant 20 ans. Est-ce que la décision... Est-ce que c'est pas exagéré aussi de le prendre comme ça? Bon, laissez-moi dérouler. Oui, mais je pense que le thème paresseux... Vous avez dit tout à l'heure que la décision de Trump aurait choqué certains. Bien sûr. C'est ça. Et je dis, lorsqu'on te porte d'aide jusqu'à 20 ans, et tu crois toujours qu'à... le programme, ça fait au moins 20 ans, non? Oui. Oui, non. Et certains pays en ont bénéficié au moins une quinzaine d'années. Très bien. Lorsqu'on t'aide jusqu'à 15 ans, et tu es encore sur l'escalier d'aide, ça dit que c'est un problème. Bon enfant, Bobby, ce que je veux dire, je vous laisse continuer tout à l'heure, mais est-ce qu'il ne serait pas bien pour le président Trump d'annoncer que dans quelques mois, ou du moins pour l'année prochaine, vous ne bénéficierez plus peut-être du MCC? Est-ce qu'il faut prendre une annonce comme ça? Au début, on parlait d'une certaine réduction, et déjà, ça commençait par murmurer dans les couloirs. Et bref, ou d'un coup, mercredi, on annonce la fin, vous avez 40 jours pour les ajustements, pour ceux qui ont des projets déjà à court jusqu'à un certain niveau, peut-être vous pouvez régler avec Elon Musk, vous avez peut-être 3 mois pour gérer. Est-ce que ce n'est pas ça surtout qui choque? Est-ce que Donald Trump aurait pu quand même leur laisser le temps de se réorganiser, puisque je parlais tout à l'heure des exercices budgétaires qui sont déjà en cours, et que quand on ne prévoit pas un tel choc, est-ce que quelque part on n'a pas raison de se sentir surpris? Justement, je crois que c'est ce que vous pensez que ce serait bien à Trump de faire. Voilà que lui n'a pas voulu ici. Vous comprenez? Et il n'est pas forcé de faire comme nous voulons. Bien sûr. Vous comprenez? Lorsque nous disons que nous sommes dans l'exercice de nos... l'exercice budgétaire. Mais le mot l'a si bien dit. Lorsque vous voulez prendre une femme, il ne faut pas compter sur la poche de l'autre. Lorsque la poche de l'autre se trouverait, mais ça veut dire que vous avez des problèmes. C'est pourquoi je dis, en prenant toujours au mot ce que Lémo a dit, par rapport à ce que Feuilladema a dit, que diriger, c'est prévoir. Aujourd'hui, moi, en réalité, je ne suis pas en train de prendre en mal de la tête aux pieds la décision de Trump. Mais je vois plutôt qu'est-ce que ça peut amener, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de pensée dans nos pays. Pour qu'ils sachent que c'est Trump qui a commencé, parce que nous sommes sur plusieurs programmes. Et nous comptons sur ces programmes pour faire nos budgets en Afrique. C'est pourquoi nous disons que ça choquerait ceux qui avaient tellement pensé compter sur ce programme et faire leur budget en conséquence. J'aimerais dire aux pays africains, aucun pays africain n'est pauvre de par les ressources ou bien autre chose. C'est parce que lorsque nous avons des aides, il faut qu'on sache qu'à un moment donné, celui qui aide peut aussi, compte tenu de ses contraintes chez lui, peut dire que je ne vais plus vous aider. L'aide, ce n'est pas obligatoire. Bien sûr. Donc ça doit interpeller plutôt les dirigeants africains à ne plus promouvoir, ou bien plus promouvoir la politique de main tendue. La chose doit venir d'ailleurs avant qu'on ne soit à l'aise. Et je dis que les fonds dont nous avons bénéficié, ça fait au moins 15 à 20 ans, pourraient quand même nous permettre, si nous les gérons bien, même si Trump nous dit qu'il veut encore nous faire quelque chose, nous devons lui dire que non, ça va, nous sortons de cette politique de main tendue. Merci pour moi, Trump est dans son job et il a le droit, comme on dit American First, il a le droit, s'il sait que les fonds envoyés en Afrique pour ce programme généreraient une partie de sa politique qu'il doit mener, il a le droit de l'arrêter tout de suite et quitte aux Africains de savoir que l'aide rend paresseux. Merci beaucoup. À vous, bon enfant, Eric, je pense qu'il faut recadrer un peu les choses. Le budget est conçu sur les ressources propres d'abord, et après, il y a les aides budgétaires ou l'appui budgétaire. Les pays africains,
quel que soit le pays au monde, un budget est conçu de cette manière. C'est la marge du budget. Voilà, c'est-à-dire que nous avons un programme. Quand on dit que depuis 20 ans, les gens sont aidés par les États-Unis, ce n'est pas vrai. Tout simplement parce que ce programme compact du Millennium Challenge Corporation, c'est un processus. On vous donne, par exemple, 2 ans pour réaliser le Millennium Threshold, qui vous permet d'avoir une partie de cette aide-là suivant ce que vous-même vous avez proposé. Vous proposez par exemple que vous allez financer l'énergie, vous allez financer les technologies, les TIC, etc. Et vous soumettez cela, après étude, on vous débloque un fonds. Et pendant que vous recevez merci beaucoup. Laisse-moi terminer. Des jeux concernant ça, on présente chaque fois. Oui. Laisse-moi terminer. Justement, c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous avez encore 1 minute, s'il vous plaît. Alors, ce qui se passe, j'aurais besoin de 30 minutes pour le démontrer qu'il n'a pas compris. Après cela, il faut poursuivre ce processus-là jusqu'à arriver au programme compact. Et c'est par exemple le cas du Togo, où le Togo a bénéficié de 12 millions de dollars. Et ensuite, aujourd'hui, ce que le Togo est en train de proposer va jusqu'à 300 à 500 millions de dollars. Merci beaucoup. Mais cela n'est pas contenu dans le budget de 2025. En 3 secondes, j'allais expliquer à Eric qu'il vient de démontrer la faiblesse budgétaire et économique des États africains. Et cela ne doit pas constituer une exception dans le développement économique des pays africains. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.